Mes amis, imaginez un secret enfoui pendant 27 ans sous les eaux paisibles d'un lac privé. Diana, notre princesse du peuple, repose là depuis ce jour tragique de 1997, mais récemment, une révélation inattendue a ébranlé le monde. Pourquoi a-t-on rouvert sa tombe? Qui a-t-on découvert sous ces pierres immaculées? Certains murmurent même qu'un indice sur sa vie mystérieuse y était caché, un fragment de vérité que personne n'avait soupçonné. Accrochez-vous, car cette histoire va vous prendre aux tripes. Revenons à Londres, ce matin du 6 septembre 1997. Une cloche retentit à l'abbaye de Westminster, 9 coups graves qui glacent le sang. Il est 9h08. Dans les rues, un silence de cathédrale s'abat sur la capitale. Le cercueil de Diana, drapé d'un étendard royal sobre, quitte Kensington Palace pour son dernier voyage. Les chevaux de la King's Trow avancent au pas, leurs sabots martelant le bitume comme un métronome funèbre. Sur le char d'artillerie, les couronnes de fleurs tremblent au rythme des roues. À côté, les gardes à cheval saluent, leurs épées pointées vers le sol dans un geste millénaire. Le cortège traverse Hyde Park, et là, un détail vous serre le cœur. Dans la foule massée sur 5 kilomètres, on n'entend que le crissement des pneus des caméras de télévision. 1 million de Londiniens sont là, mais aucun cri, aucune parole, seulement des mouchoirs blancs agités comme des ailes de papillon. La procession s'arrête devant St. James's Palace, où le corps de Diana a veillé 5 jours. À cet instant précis, le drapeau britannique au-dessus de Buckingham Palace descend à mi-mât. Un geste protocolaire, oui, mais qui fait monter les larmes. Pour la première fois dans l'histoire, l'Union Jack pleure une simple ex-belle-fille de souveraine. À Westminster Abbey, l'émotion est palpable. Dans la nef gothique où tant de couronnes ont brillé, 2000 invités essaient désespérément de retenir leurs sanglots. Au premier rang, un jeune William et Harry rapetissés par leurs costumes noirs. À la télévision, c'est une marée humaine sans précédent. 32 millions de Britanniques scotchés à leurs écrans, plus que pour le couronnement d'Élisabeth II en 1953. Et ce n'est qu'une fraction. De Sydney à Sao Paulo, 2,5 milliards de personnes suivent ces adieux. Un record absolu, battu seulement, par les funérailles de Michael Jackson 12 ans plus tard. Mais ce qui frappe le plus, ce sont ces images de Londres transformées en jardin funéraire. Devant Kensington Palace, les fleurs montent à hauteur d'homme, 3 mètres de chrysanthèmes, de roses, de bouquets d'enfants avec des fautes d'orthographe touchantes. Des montagnes de peluches, de lettres sous cellophane pour protéger l'encre des larmes. Un homme vient même de Newcastle avec son chien 500 km à pied, pour déposer une photo de Diana caressant un enfant sidéen. L'odeur est insoutenable, un mélange de lilas fanés et de bougies éteintes qui planent sur la ville comme un voile. Pourtant, derrière cette douleur publique, un mystère se préparait. Tandis que les caméras filmaient le cercueil quittant l'abbaye, un convoi discret prenait la direction d'Althorpe. Dans le Northamptonshire, sur l'île du domaine familial Spencer, une équipe creusait déjà. On murmure aujourd'hui que dans la terre retournée ce jour-là, quelque chose d'inattendu attendait son heure. Les rues de Londres ce jour-là formaient une mer humaine, un océan de visages empreints d'une douleur collective. Des milliers de personnes, venues des 4 coins du pays et au-delà, s'étaient rassemblées pour accompagner une dernière fois celle qu'on surnommait la princesse du peuple. Entre les murs séculaires de la capitale, l'émotion était palpable, vibrante, comme si chaque pavé retenait le souffle suspendu d'une nation. Au centre de ce recueillement géant, le cercueil de Diana se déplaçait avec une lenteur solennelle. Recouvert du drapeau royal, son poids imposant, près d'un quart de tonne, renforcé par une doublure de plomb selon la tradition séculaire des funérailles royales, nécessitait la force concentrée de 8 gardes gallois. Ces soldats d'élite, visages de pierre mais yeux brillants, accomplissaient leur mission avec une précision millimétrée, leurs pas synchronisés résonnant comme un métronome funèbre sur l'asphalte londonien. Sur la bière, 3 couronnes florales blanches captaient la lumière pâle de ce matin de septembre. Un symbole délicat envoyé par le comte Spencer, frère de Diana, et ses neveux William et Harry. Les lys immaculés, choisis pour leur pureté, contrastaient avec la lettre personnelle posée parmi eux, un message intime de Harry à sa maman, dont les mots tremblants resteront à jamais scellés dans ce moment historique. Le cortège avançait inexorablement vers le palais de St. James, traversant les artères historiques où Diana avait elle-même défilé lors de son mariage de comte de fées 16 ans plus tôt. Une amère symétrie du destin. À mi-parcours, le prince Philippe,
le prince Charles et les jeunes princes rejoignirent la procession, formant un carré familial endeuillé. Derrière eux, 500 représentants d'œuvres caritatives rappelaient l'incroyable héritage humanitaire de Diana, un défilé silencieux plus éloquent que tous les discours. Les tensions palpables au sein du palais avant la cérémonie avaient failli tout changer. Les conseillers royaux redoutaient une réaction hostile de la foule envers Charles, encore perçu comme responsable de la rupture du couple. Dans les coulisses du pouvoir, on avait même imaginé un scénario où William marcherait seul, épargnant à Harry, alors âgé de seulement 12 ans, cette épreuve publique. Mais le jeune prince avait fermement refusé. Si les rôles avaient été inversés, William aurait fait pareil pour moi, insista-t-il avec une maturité bouleversante. Le moment le plus poignant survint lors du passage devant Buckingham Palace. Sur le célèbre balcon où la famille royale salue traditionnellement la foule lors des jubilés, un groupe silencieux s'était rassemblé. La reine Élisabeth II elle-même, rompant avec le protocole strict qui veut qu'un souverain ne s'incline devant personne, baissa la tête au passage du cortège. Un geste d'une puissance symbolique inouïe, reconnaissant publiquement l'importance de Diana pour la nation. Le long du parcours, la foule atteignait une densité inédite. Plus d'1 million de personnes se pressaient, certaines depuis l'aube, jetant des fleurs qui transformèrent peu à peu les rues en un jardin éphémère. À Hyde Park, 2 écrans géants permettaient à des dizaines de milliers d'autres anonymes de vivre cet adieu collectif. Des mères serraient contre elles des poupées à l'effigie de Diana, des anciens combattants saluaient militairement, des enfants déposaient des dessins naïfs, autant de gestes spontanés qui firent de ces funérailles un événement profondément populaire. Dans cet océan de chagrin, les visages des 2 jeunes princes, figés sous le poids d'un deuil impossible, resteront gravés dans les mémoires. William, racontera-t-il des années plus tard, tentait désespérément de compartimentaliser sa douleur, se concentrant sur la cadence régulière des pas pour ne pas céder à l'émotion. Harry, lui, fixait l'horizon, cherchant un point d'ancrage dans ce cauchemar éveillé. Leur marche de près de 2 heures deviendra malgré eux un symbole universel du deuil des enfants, déclenchant des débats toujours actuels sur l'exposition des jeunes à la douleur publique. Pourtant, au-delà de la polémique, cette procession funèbre révélait autre chose. L'extraordinaire connexion entre Diana et son peuple. Chaque gerbe lancée, chaque larme discrètement essuyée, chaque silence respectueux composait un requiem populaire sans précédent dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. La princesse rebelle, celle qui avait brisé les codes, recevait en retour un hommage tout aussi hors norme, une dernière révolution posthume. Le deuil collectif qui a suivi la disparition de la princesse Diana a transcendé toutes les frontières, de classe, de statut et de nationalité. Mais cette douleur universelle soulève une question intrigante. Pourquoi Diana a-t-elle été enterrée dans un cercueil doublé de plomb? Cette pratique funéraire royale puise ses racines dans une longue tradition. Les cercueils plombés ne sont pas entièrement en plomb, mais comportent une épaisse doublure métallique qui crée un sceau hermétique. En bloquant l'air extérieur, ce dispositif ralentit considérablement le processus naturel de décomposition. Il s'agit d'une solution pragmatique, surtout lorsque l'embaumement n'est pas envisagé, permettant une préservation plus digne et durable. Le poids supplémentaire est loin d'être symbolique. Lors des funérailles de Diana, les gardes gallois ont éprouvé des difficultés tangibles à porter le lourd cercueil, un détail révélateur de la réalité physique derrière cette tradition séculaire. Cette protection métallique répond aussi à des considérations pratiques pour l'éventualité d'une exhumation future, évitant les risques d'odeur ou d'altération visuelle du corps. Si l'enterrement de Diana marque un point final tragique, son héritage continue de nourrir les débats culturels. La série à succès The Crown a récemment provoqué une vive polémique en reconstituant les heures suivant son accident mortel à Paris. Des scènes montrant des secouristes couverts de sang et tentant de la ranimer ont particulièrement choqué. L'ancien chef personnel de Diana, Darren McGrady, présent lors de la mise en repos au palais St. James, a publiquement condamné cette représentation. Sur Twitter, son témoignage est sans appel. Le cercueil de la princesse Diana était fermé lors de son exposition publique. Je le sais, j'y étais. Ce dernier épisode de The Crown est dégoûtant. Son indignation trouve écho parmi d'autres proches et même certains membres de l'équipe de tournage, troublés par ce qu'ils considèrent comme une dramatisation sensationnaliste. La controverse culmine avec une scène montrant le prince Charles identifiant le corps de son ex-épouse dans un hôpital français. La série le dépeint fondant en larmes devant un cercueil ouvert contenant la dépouille de Diana, puis s'attardant sur l'absence d'une boucle d'oreille,
un détail jugé particulièrement morbide. Plus troublant encore, des rapports indiquent que l'actrice Elizabeth Debicki a dû jouer la morte allongée dans un cercueil pour ces séquences. Alors que The Crown a toujours pris des libertés créatives avec l'histoire royale, cette représentation semble franchir une ligne invisible pour beaucoup. Un membre de la production a confié que ces scènes étaient inconfortables à filmer, qualifiant les choix scénaristiques de dramatisation inutile. L'inclusion d'un prêtre administrant les derniers sacrements à Diana ajoute une dimension spirituelle qui a suscité des interrogations sur les sources historiques de ces détails. Cette polémique soulève des questions plus larges sur les limites de la représentation des tragédies récentes dans la fiction. Si les créateurs défendent leur approche comme une exploration du deuil royal, les proches de Diana y voient une violation de l'intimité du deuil. L'écart entre la réalité documentée, le cercueil scellé, les funérailles protocolaires, et la reconstitution dramatique illustre le fragile équilibre entre hommage artistique et respect des disparus. La tension sur le plateau de tournage était palpable. Un membre de l'équipe technique, visiblement écœuré, avait exprimé son malaise. Les princes William et Harry n'avaient jamais vu le corps de leur mère dans un cercueil. Pourquoi, dans ce cas, imposer cette image au public britannique? Le sentiment général était que les scénaristes et producteurs de The Crown cherchaient délibérément à provoquer l'émotion, voire le scandale pour booster l'audience, au mépris du deuil encore vif de la famille royale. Alors que la controverse enflait, certains collaborateurs de la série avouaient leur profond inconfort. Tout le monde était mal à l'aise pendant le tournage. C'est obscène, et cela devrait être interdit à la diffusion, confiait l'un d'eux, dénonçant une quête de sensationnalisme ayant franchi les limites du respect. Netflix, face à la polémique, avait rapidement précisé que l'accident lui-même ne serait pas montré dans cette saison. Une tentative d'apaisement, qui ne calma pas les esprits. Car le vrai problème résidait ailleurs, la reconstitution des heures précédant la mort de Diana, teintée d'un dramatique jugé malsain, fut perçue comme une exploitation de sa tragédie. Debbie Frank, l'astrologue et confidente historique de la princesse, rejoignit le cœur des critiques. Pour William et Harry, voir ces scènes serait terrible, expliquait-elle. Les faire revivre ces moments est d'une insensibilité crue. Elle rappelait combien la disparition de Diana avait ébranlé une génération entière. Son décès reste le plus grand choc collectif de notre époque. Cela a fracturé la psyché nationale. Une fracture que la série, selon les proches de Diana, réouvrait sans nécessité. Ken Wharf, ancien garde du corps de la princesse, résumait leur indignation. William trouvera ces scènes répulsives, et Charles sera horrifié. Pour ceux qui l'avaient connu intimement, la frontière entre hommage et violation semblait franchie. Les producteurs pensent sans doute avoir le droit de jouer avec le drame pour captiver le public, mais ils oublient qu'il s'agit d'une mère, d'une femme réelle, soulignait Frank. Pourtant, loin des caméras et des reconstitutions, le véritable adieu à Diana s'était déroulé dans la plus stricte intimité. Ce matin-là, dans la pénombre d'une chapelle, une poignée de proches s'étaient réunis. Ses fils, le prince Charles, sa mère Frances Shankid, ses frères et sœurs Spencer, un ami cher et un représentant religieux. Aucun apparat, aucun discours. Juste le silence lourd d'une douleur partagée. La princesse reposait vêtue d'une robe noire en laine, pièce sobre et élégante signée Catherine Walker, sa créatrice préférée, celle qui avait habillé tant de ses moments iconiques. Un choix personnel, Diana l'avait elle-même sélectionné quelques semaines plus tôt, préférant la discrétion d'un tailleur parfaitement coupé aux robes tapax en grave-l'œil. Ses bas noirs et ses escarpins assortis parlaient d'une femme soucieuse des détails jusqu'au bout. Dans ses mains croisées, deux objets émouvants racontaient l'essence de sa vie. D'abord, un chapelet offert par mère Teresa eut décédé la même semaine qu'elle, comme pour sceller leur complicité spirituelle. Ensuite, une photo de William et Harry, retrouvée dans son sac à main après l'accident. Ce cliché, qu'elle emportait toujours en voyage, fut glissé entre ses doigts, ultime lien maternel. Son dernier repos? Une île paisible au cœur d'Althorp Park, le domaine ancestral des Spencer. Loin des regards, sous un chêne centenaire, Diana retrouvait la terre de ses aïeux. L'emplacement exact de la tombe demeure un secret familial, préservé comme un sanctuaire. Un choix symbolique, après une existence sous les flashs, c'est dans l'intimité d'un jardin privé que celle qui fascina le monde repose enfin. Les coordonnées 52,283082 degrés nord et 1,00278 degrés ouest traçaient l'emplacement sacré où Diana reposerait pour l'éternité, enveloppée par la beauté mélancolique du domaine familial d'Althorp.
Sur cette terre imprégnée de siècles d'histoire, le sol fut consacré par l'évêque de Peterborough avant les obsèques, un rituel solennel destiné à honorer la dépouille avec la plus profonde révérence. Mais c'est un geste apparemment anodin, survenu à la fin de la cérémonie, qui allait enflammer les passions et réveiller de vieilles blessures dynastiques. Alors que le dernier hommage touchait à sa fin, le Royal Standard, cet étendard pourpre et doré ayant drapé le cercueil durant le cortège funèbre, fut soudain retiré. Paul Burrell, l'ancien majordome et confident de Diana, révéla plus tard la scène avec une émotion intacte. Selon ses mots, le comte Charles Spencer, frère de la défunte, aurait personnellement ôté l'emblème royal pour le remplacer par le drapeau des Spencer. Elle est redevenue une Spencer maintenant, aurait murmuré l'aristocrate. Une phrase lourde de sens qui résonna comme un coup de canon dans le silence du deuil. Burrell ne mâcha pas ses mots devant les médias. Pour lui, ce geste était une insulte à l'héritage de Diana. C'était une manœuvre calculée, un règlement de compte entre les Spencer et les Windsor, dénonça-t-il. L'ex-majordome insista sur le paradoxe cruel. Diana, qui avait jalousement préservé son titre de princesse de Galles après son divorce, se voyait symboliquement déchue de son statut royal au moment même où elle disparaissait. Elle aurait été profondément blessée, affirma Burrell, dépeignant l'acte comme une ultime trahison familiale. Face à ces accusations, le comte de Spencer répliqua avec véhémence, qualifiant les propos de Burrell de mensonges toxiques. Dans une déclaration officielle, il expliqua que le retrait du Royal Standard avait été scrupuleusement planifié avec les officiels de la reine, dans le respect strict du protocole. Rien dans ce geste ne visait à minimiser les liens de Diana avec la couronne, affirma-t-il, décrivant plutôt ce changement comme un retour symbolique aux racines spensoriennes de sa sœur. Pourtant, malgré les démentis, l'ombre de la controverse persista. Les observateurs notèrent l'ironie amère. Diana, celle qui avait transcendé les clivages par son humanité, devenait malgré elle le sujet d'un nouveau conflit entre sa famille biologique et sa famille par alliance. Cette tension reflétait un drame plus profond, la difficile conciliation entre son statut d'icône mondiale et son identité intime de fille des Spencer. L'emplacement même de la sépulture porta les stigmates de ces contradictions. Initialement, Diana devait reposer dans le caveau familial de l'église Saint-Marie à Great Brington, près de la maison ancestrale. Un choix logique, au cœur du village de son enfance. Mais le comte Spencer, témoin de l'immense chagrin populaire, redouta le pire. Cette petite église normande du XIIe siècle, nichée dans un cimetière tranquille, risquait d'être submergée par un flot incessant de pèlerins. Comment préserver l'intimité du deuil familial dans ce sanctuaire vulnérable? La solution émergea comme une inspiration poétique, une île solitaire au centre du Roundoval, ce lac miroitant creusé au XVIIIe siècle par l'architecte paysagiste Capability Brown. Dissimulé dans les 550 hectares du parc d'Althorpe, ce lieu offrait une sérénité à l'abri des regards. Pour y accéder, on traça un chemin discret bordé de 36 chênes majestueux, un arbre pour chaque année de la vie trop brève de Diana. Chaque pas vers l'île devenait ainsi un voyage à travers sa mémoire, depuis sa naissance à Parkhouse jusqu'à son dernier été. L'île elle-même, entourée de nymphéas et de roseaux murmurants, fut aménagée avec une simplicité élégante. La pierre tombale en marbre clair, gravée simplement du nom Diana, regarde vers le sud, orientation symbolique d'une ouverture au peuple qu'elle chérissait. 4 cygnes, offerts par la reine elle-même, glissent silencieusement sur les eaux sombres, gardiens vivants de ce sanctuaire. Un détail touchant, les racines des chênes entrelacent progressivement le sol, créant une barrière végétale naturelle contre l'érosion du temps, comme si la nature elle-même s'unissait pour protéger le repos éternel de la princesse du peuple. Au cœur d'Althorpe House, les eaux du lac 400 miroitaient sous la lumière douce, comme un refuge préservé du temps. Des cygnes majestueux glissaient en silence, traçant des sillons argentés à la surface où s'épanouissaient des nénuphars, ces fleurs que Diana chérissait tant pour leur pureté. Tout autour, un tapis de roses blanches, autre symbole aimé de la princesse, dessinait un écrin floral délicat. Ce paysage apaisant contrastait avec l'émotion qui avait empli ces lieux 26 ans plus tôt. À l'extrémité sud du lac ovale, le pavillon blanc se dressait tel une sentinelle discrète. Saviez-vous que ces colonnes de marbre avaient une histoire voyageuse? Elles provenaient des jardins de l'Amirauté à Londres, où Diana enfant aimait se promener avec son père. Transféré pierre par pierre après sa mort, ce kiosque devenait ainsi un pont tangible entre son passé londonien et son héritage spirituel à Althorpe.
À quelques pas, l'arboretum familial déployait ses frondaisons séculaires des chênes plantés par des générations de Spencer, témoins muets d'une lignée qui avait façonné l'histoire anglaise depuis des siècles. Le choix d'inhumer Diana sur cette île reculée répondait à une double nécessité: préserver l'intimité du deuil tout en honorant son attachement viscéral à ses terres. Le 6 septembre 1997, tandis que des millions de regards se tournaient vers Westminster, un cortège discret avançait dans la pénombre matinale. Les hommes du 2e bataillon du régiment royal de la princesse de Galles portaient leur colonel avec une gravité palpable. Leurs pas synchronisés résonnaient sur le chemin de gravier, un dernier hommage à celles qui avaient soutenu leur mission humanitaire de 1992 à 1996. La traversée en barque vers l'île parut une éternité, chaque rameur luttant contre le poids des larmes autant que contre le courant. Pourtant, pendant plus de 2 décennies, une question continua de hanter l'esprit du public. Pourquoi Althorp plutôt que le caveau ancestral des Spencer à Great Brington? En 2023, Karen Spencer, épouse du comte, apporta enfin une réponse définitive lors d'un échange aussi inattendu que révélateur. Sur les réseaux sociaux, elle partagea 2 clichés printaniers du lac, capturant cette harmonie entre nature et recueillement qui définit Althorp. Sous ces images bucoliques, un internaute osa poser la question qui brûlait toutes les lèvres. Pourquoi Diana ne repose-t-elle pas près de son père dans la crypte familiale? La réponse de Karen fut un modèle de clarté historique: la loi britannique exigeait une crémation pour accéder au caveau. Ce n'était pas son souhait. Une révélation simple, mais qui fit l'effet d'un séisme culturel. Beaucoup avaient imaginé des raisons protocolaires ou des conflits familiaux. En réalité, tout se résumait au respect scrupuleux des volontés de Diana. Cette précision légale éclairait soudain chaque détail du dernier voyage de la princesse. L'île n'était pas un repli stratégique contre les curieux, mais l'incarnation physique d'une promesse, celle d'un repos conforme à sa personnalité, libre autant que serein. Les fleurs choisies, la présence des cygnes créatures qu'elle nourrissait adolescente, jusqu'à la pierre du pavillon chargée de souvenirs londoniens, tout prenait un sens nouveau. Dans les commentaires, les admirateurs exprimèrent leur soulagement. Enfin la vérité après 26 ans de conjecture, écrivit l'un d'eux. Un autre souligna l'importance symbolique de cette clarification venue directement de la famille. C'est la première fois qu'un Spencer explique publiquement ce choix. Ça met fin à tant d'interprétations erronées. Et si vous regardez aujourd'hui les photos du lac, vous y verrez plus qu'un paysage idyllique. Chaque nénuphar, chaque reflet dans l'eau calme raconte l'histoire d'une femme qui, même dans la mort, resta fidèle à son essence loin des caveaux glacés, sous la lumière changeante du Northamptonshire qu'elle chérissait. Une vérité simple, mais longtemps occultée par le tumulte du monde. Bien que cette révélation ait enfin mis un terme à des années de spéculation sur le lieu de repos de Diana, l'histoire demeure bien plus complexe qu'une simple réponse à des commentaires Instagram. Pour William et Harry, Althorp House représente bien plus qu'un paysage pittoresque, c'est un refuge émotionnel, un sanctuaire intime où ils renouent avec la mémoire de leur mère. Dans ses mémoires, Spare, Harry a livré un détail bouleversant. Le pont menant à l'île funéraire a été délibérément retiré. Ce geste, à la fois pratique et symbolique, incarnait la volonté des Spencer de protéger Diana une dernière fois des objectifs indiscrets, lui offrant une paix éternelle à l'abri des regards. Au fil des années, les princes ont transformé ce coin paisible du Northamptonshire en rituel personnel. Harry y a même conduit Meghan Markle avant leur mariage, partageant avec elle ce lieu chargé d'émotions. Pourtant, une ombre plane sur cette intimité familiale. Le roi Charles a-t-il jamais franchi les grilles d'Althorp pour se recueillir? En 2001, Earl Spencer, l'oncle maternel des princes, avait levé un coin du voile lors d'une interview à la BBC. Le prince Charles a une invitation permanente, mais il ne l'a jamais honorée. Cette révélation subtile dessine les fissures persistantes entre les Windsor et les Spencer, suggérant que le fantôme de Diana continue de hanter les relations dynastiques. Althorp House, avec ses 500 ans d'histoire, dépasse largement son rôle de mausolée. Ce domaine ancestral aux 13 000 hectares incarne l'âme des Spencer, famille aristocratique aussi ancienne que les Tudors. Pendant près de 2 décennies, ses portes sont restées closes au public, alimentant les rumeurs les plus folles. Pourquoi un tel isolement? La réponse est venue en 2017, lorsqu'Earl Spencer a dévoilé un secret glaçant lors d'une interview à Radio 4. Pas moins de 4 tentatives d'intrusion sur la tombe de Diana ont été déjouées depuis 1997. Imaginez le cauchemar. Alors que le monde pleurait la princesse,
Je devais protéger sa dépouille contre des profanateurs potentiels, confia-t-il, la voix nouée par l'émotion. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau la décision de l'inhumer sur une forteresse naturelle contre les curiosités malsaines. L'ouverture exceptionnelle d'Altorp au public en 2022 a créé un phénomène de pèlerinage moderne. Les visiteurs déambulent désormais dans les allées bordées de chênes centenaires, contemplent les portraits de Diana dans la galerie des Spencer, ou admirent le temple dorique érigé près du lac. Pourtant, malgré cette apparente sérénité, le domaine exhale une étrange mélancolie. Certains visiteurs évoquent une atmosphère énigmatique, presque oppressante près du lac, comme si l'ombre de la princesse planait encore sur ces lieux. Ce paradoxe résume à lui seul l'héritage de Diana. Un sanctuaire privé devenu malgré lui le théâtre d'une fascination mondiale, où l'intimité du deuil côtoie l'insatiable curiosité publique. Même dans la mort, la princesse des cœurs semble condamnée à naviguer entre lumière et pénombre. L'afflux de chagrin du public, bien que sincère, avait créé une atmosphère électrique, presque explosive. Des fleurs et des bougies s'empilaient devant les grilles des Spencer, mais derrière cette marée d'amour se cachait une inquiétante imprévisibilité. On murmurait que certains fans égarés ou individus mal intentionnés pourraient tenter de franchir les limites, voire profaner le dernier refuge de Diana. Une menace que l'oncle Spencer, Charles, prenait au sérieux chaque fois qu'il entendait craquer une branche dans la nuit d'Altorp. Imaginez devoir protéger votre sœur même dans la mort, confia-t-il plus tard, la voix nouée par l'émotion. Les tentatives d'effraction étaient bien réelles, il en comptait au moins 3 ces dernières années. Des silhouettes furtives repérées par les caméras infrarouges, des mains anonymes laissant des lettres troublantes sur la pierre tombale. Pourtant, le domaine ancestral restait une forteresse. Ici, entourée de ceux qui l'ont vraiment aimée, Diana est en sécurité. Il y a des gens bizarres. Mais Altorp et son havre, insista-t-il, les poings serrés sur la table lors d'un rare entretien. Sa mission de protecteur avait commencé bien avant ce 31 août 1997. Charles se souvient avec une colère rentrée des années de calvaire médiatique infligé à sa sœur. Ce n'était pas de simples paparazzi. C'était une chasse à courre. Les tabloïds franchissaient quotidiennement la ligne jaune. Ils escaladaient les murs de Kensington Palace, interceptaient son courrier, trafiquaient même ses lignes téléphoniques. Mais un épisode glaçant le hante particulièrement. Diana lui avait décrit, un soir d'hiver 1996, les menaces explicites d'un photographe notoire. Il lui avait juré de la poursuivre jusqu'à son dernier souffle. Et pire, qu'il souillerait sa tombe. La voix de Charles se brise en évoquant cette confidence. Ces mots résonnent comme une malédiction depuis 27 ans. L'onde de choc des funérailles nationales le poursuit encore dans ses nuits. Je revis parfois ces heures interminables, avoue-t-il, les yeux perdus. Le contraste était insoutenable. Le cercueil drapé d'étendards royaux, les cloches de Westminster, et cette foule en larmes scandant Diana. Diana, sous une pluie battante. Pour le monde, c'était l'adieu solennel à la princesse du peuple. Pour Charles, c'était l'enfant qu'il avait vu grandir dans les couloirs de Park House, la jeune femme dont il corrigeait les fautes d'orthographe dans ses lettres d'adolescente, réduite à un spectacle planétaire jusque dans sa mort. Aujourd'hui encore, lorsqu'il pose des fleurs blanches dans le sanctuaire insulaire du Roundoval, l'oncle Spencer surveille l'horizon. Chaque pétale fané ramassé, chaque empreinte suspecte sur le chemin de gravier est scrutée. La guerre silencieuse continue. Dans l'ombre des tilleuls centenaires, Altorp veille sur son trésor le plus fragile, une femme qui fascina le monde, mais ne trouva la paix que dans le secret d'un lac artificiel et la vigilance éternelle de son frère.